Bonjour et bienvenue dans Littéra-Afrique, votre émission sur Global Africa consacrée à la littérature et aux cultures africaines. Et bonjour à Monsieur Monsef Siti. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Alors, vous êtes journaliste, ancien ministre de la Tunisie et aussi écrivain. Alors, en 2022, vous avez publié votre premier livre, donc Les rêves enchaînés, qui raconte l'histoire d'un jeune homme fuyant un régime autoritaire qui ensuite s'installe en France. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler, évidemment, de votre dernier ouvrage intitulé L'irrésistible destin, qui est publié en février 2024 par Édition Cléope. C'est l'histoire d'une jeune fille, Sonia, née en France, si je ne me trompe pas, d'une famille maghrébine qui, dans les années 60, décide de partir pour la France de la Tunisie. Alors, votre ouvrage raconte les défis que Sonia rencontre dans la vie en France, dans le travail, dans ses études, dans l'amour, dans la famille. Elle est atteinte aussi d'une maladie mystérieuse. Et notamment, le livre souligne les questions qu'elle se pose sur sa propre identité et qui se pose aussi des personnes dans son entourage autour de la porte du voile. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à écrire ce livre ? Une fois encore, merci pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, moi maintenant, je me consacre un peu à l'écriture. Et d'une façon ou d'une autre, tout auteur il est en train de regarder autour de lui, dans son quartier, dans sa vie privée ou professionnelle, pour creuser, pour regarder qu'est-ce qui peut un peu l'intéresser. Moi, je trouvais qu'il y a un grand problème entre, pour ce qu'on peut appeler les gens émigrés avec une culture musulmane et installés en France, entre leur identité et la façon dont on leur demande de s'intégrer en France. C'est la vie de ces familles-là dans un quartier dit sensible, à côté d'une cité qui est connue aussi, d'une zone chaude qui est la Grande Borne dans l'Essonne. Regardons une famille qui habite très proche de moi et comment un peu ça se passe, les relations avec les autres familles, etc. Donc l'inspiration, elle est réelle, elle est du fait réel. Moi, mon boulot, votre famille aussi, c'est un dialogue. Oui, c'est un phénomène social. La question d'identité, ça peut être par le voile ou ça peut être par d'autres pratiques. Ici, le voile, c'est un phénomène social. C'est un phénomène qui traverse toute la société, y compris dans ma famille aussi. Et donc, là, ça m'a inspiré d'écrire quelque chose qui est une plaidoirie pour la liberté. En fin de compte, ce livre-là, c'est, on va le voir doucement et lentement, il est destiné, il est féministe à sa façon, dans la mesure où il défend la liberté de la femme de disposer de son corps, de sa tenue et tout ce que lui vient à l'esprit d'une femme, quoi. Là, déjà, en fait, c'est une question que je voulais poser, c'est exactement à qui est destiné ce livre? Oui, voilà. Le livre est destiné d'une manière ou d'autre à toute la population. Mais essentiellement, il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par ce problème-là. Regardez, dans les Jeux olympiques qu'on vient de faire aujourd'hui, le problème est encore posé aujourd'hui. La France et le Comité olympique de la France a interdit de porter le hijab pendant les Jeux olympiques. Il y a, dans les pays européens, il n'y a que la France. Même des pays très démocratiques comme l'Australie permettent à leurs jeunes filles de le porter. Amnesty, 16 juillet, elle a fait un rapport de 32 pages sur la discrimination raciale de ce phénomène-là. On est en train de le vivre. Dans les élections européennes, premier tour, après la dissolution du Parlement, et même le deuxième tour, on a eu cette discussion très chaude à propos de la tenue et du garde-robe des femmes musulmanes. Bon, on va revenir un peu vers le livre. Sonia, au début, elle ne porte pas le voile. En fait, elle oscille, n'est-ce pas, entre oui et non. Et quand elle décide, parce qu'elle aussi, elle avait des raisons pour ne pas porter le voile, qui sont aussi très justes. Donc j'aimerais qu'on évoque un peu tous ces débats. Par exemple, là, quand elle décide de porter le voile, en fait, c'est sa famille qui est effrayée.
Ils disent, mais c'est pas possible, surtout sa mère, Kadia, qui est cette femme forte, passionnée, et sa sœur aussi, ils sont tous effrayés. Donc pourquoi avez-vous décidé de créer ce personnage qui va même au contraire de sa famille? Ce qui existe généralement, il est véhiculé par les médias et par certains nombres d'observateurs, c'est que ces jeunes filles qui portent le voile sont soumises à leurs parents et sont obligées de le porter. On trouve ça, par exemple, en Iran, c'est vrai, c'est un peu les autorités locales et théocrates obligent un peu les femmes à porter des voiles. Mais ici, en France, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a même des journalistes, il y a des gens qui sont placés, il y a des gens qui ont des diplômes très instruits, très cultivés, et dont ils veulent porter le voile par leur propre choix. C'est un choix délibéré de leur façon de le porter. Et donc, moi, j'ai décrit un cas où la fille veut le porter et au contraire sa famille qui ne le veut pas, ni son frère Issa, ni sa sœur Yasmina, et ni sa mère, même si la mère avec une manière beaucoup plus douce. Et donc la famille, elle est contre le port, parce qu'elle considère que le port de voile va leur apporter beaucoup de problèmes au niveau du quartier, au niveau des autorités locales, et il y aura un focus des gens autour. Et Sonia, dans le livre L'irrésistible destin, qui est le personnage principal, va avoir des grands problèmes dans ce qu'on peut appeler sa position sociale, c'est-à-dire la recherche d'un travail, terminer ses études. Et effectivement, le livre en parle d'une manière beaucoup plus profonde et donne un peu le pour et le contre de ce qui existe sur la société. Et Sonia, j'ai pris le cas où Sonia, c'est... ce qui est vrai, c'est une femme qui a existé, peut-être pas avec les ongles arrondis comme je l'ai présenté dans le roman, mais ça a existé, même dans notre famille, dans nos familles, ça a existé. Et donc elle avait des idées, les cheveux au vent comme on dit, et des idées beaucoup plus proches de gauche et un peu féministes à la manière de ce qui se passe aujourd'hui que d'une fille qui porte le voile et dont on le taxe un peu d'archaïque, de réactionnaire, etc. Mais elle a fait, après un certain nombre d'années, après mener même des combats contre le voile, elle a fait une quête personnelle. Et elle est allée un peu voir, même le problème de Creil, là. Vous vous rappelez, en 1989, les 3 filles qui étaient plus ou moins exclues du lycée à cause de leur voile, et la République était mise à genoux à cette époque-là, et puis l'histoire du voile a commencé depuis ce temps-là, il y a eu d'autres lois, etc. etc. Vous avez dit que les vivre ensemble, quand même, c'est le thème le plus important de votre livre. Ouais. Donc, ce que vous décrivez, et surtout vu la société aujourd'hui, où on voit quand même il y a une division, n'est-ce pas, entre certains groupes de la population. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on est ensemble de vivre plutôt à vivre à côté au lieu de vivre ensemble? Comment vous réconciliez en fait cette idée? Vous avez raison de poser cette question parce que c'est aussi le cœur de ce livre-là. Le premier chapitre que je voulais un peu développer, c'est un peu une plaidoirie pour la liberté qu'on veut porter ou ne pas porter. C'est un choix individuel, personnel d'une femme. On ne peut pas ni obliger à le porter, ni l'obliger à le démettre et à l'enlever. Le deuxième, c'est lorsqu'on est comme ça, c'est-à-dire différent, on a des différences. Il faut savoir vivre avec nos différences. Et c'est ça, le vivre ensemble. Parce que la France, en fait, elle est coincée entre 2 visions. Une vision hégémonique de la France, qui considère que la France, elle est ce qu'elle est, avec sa culture, avec son histoire, et on doit le maintenir tel qu'elle est, qui est parfois certains mouvements le font rouler ou baser sur un discours populiste, un discours conservateur, un discours extrémiste et même exclusif. Et un autre point de vue qui dit que la France, la grandeur de la France, la richesse de la France vient de cette population, de cette immigration, de cette panoplie d'identités, de cette France conjuguée au pluriel. Et c'est de là qu'on doit admettre le vivre ensemble, qu'on est différent,
mais qu'on doit respecter un modèle républicain. Donc, qu'est-ce que c'est la laïcité pour vous? Vu que c'est quand même une question intégrale, alors. Non, mais la laïcité, elle est définie. C'est qu'aujourd'hui, parfois il y a une lecture biaisée, mais elle est définie. Est-ce que Sonia, elle se considère comme laïque? Oui, parce que la laïcité, au vrai sens du mot, après un peu ce qui s'est passé entre l'Église et l'État, lorsqu'on a défini la laïcité avec la loi de 1905, c'était la loi n'est pas ne doit pas gérer et encadrer la religion. Et on demande à l'État d'être laïque, de ne pas défendre la religion. Mais on ne demande pas aux citoyens d'être laïque. C'est-à-dire que chaque citoyen ne pourrait être ou adopter la religion qu'il veut. Mais l'État, on lui demande d'être laïque. Donc là, aujourd'hui, on est en train de mélanger un peu les pinceaux. Et sur cette base-là, le Conseil constitutionnel, en 1989, lors du problème des filles exclues de Creil, il a mis les points sur les i, il a se basé sur ça. Aujourd'hui, il y a l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, il a dit que la loi de 1905, lorsqu'elle était faite, les musulmans n'existaient pas. Il faut changer aujourd'hui l'architecture de la loi de 1905 et la faire de telle façon qu'elle combatte ce qu'ils considèrent un peu contre la laïcité, comme la voile et la baya et toute cette panoplie-là de tenue islamique ou autre. Et donc là, vous voyez, il y a une grande différence entre être laïque, ce que Sonia, elle est présente, elle est troisième génération, elle est née ici, elle est cultivée, elle a un diplôme, elle aime la France. Et d'ailleurs, vous voyez un peu la photo de l'irrésistible destin qu'on a mis dans le livre. On a mis un peu les Champs-Élysées, avec les deux filles, une qui est pour le voile et l'autre qui est non, et tournée vers l'Arc de Triomphe. Et chacune veut que ses idées triomphent. Et l'Arc de Triomphe lui-même, c'est un grand chantier. Il a pris 30 ans. Ça veut dire que les idées, on ne peut pas les changer rapidement dans la société. On ne peut pas venir à quelqu'un qui adopte une culture ancienne et lui dire, là, il faut l'enlever tout de suite. C'est-à-dire que ça demande des discussions, des passerelles entre les générations, des passerelles entre les cultures. Et on doit respecter nos différences pour vivre ensemble. Okay, là, on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais juste avant de finir, on va quand même évoquer un peu d'autres thèmes du livre, parce qu'il y a la famille, il y a ce polémique qui est tout à fait discutable, mais aussi il y a des jeunes, parce qu'ils sont nés jeunes, il y a des entourés des jeunes. Donc j'aimerais qu'on parle un peu des jeunes et aussi de leur relation avec le travail, avec ce monde qui leur appartient, mais aussi ne leur appartient pas, d'une façon. Oui, vous avez raison. Moi j'ai parlé d'une manière continue dans le livre du frère de Sonia, dans le Irrésistible destin, mon roman, du frère de Sonia qui s'appelle Issa. Et comment Issa s'est trouvé, et ça c'est l'un des problèmes de France, parce que l'intégration, il ne s'agit pas de l'intégration des immigrés, surtout il s'agit de l'intégration aussi des Français qui sont pauvres. Et un grand problème pour l'école. Il y a des jeunes qui sortent dès le jeune âge de l'école et restent dans la rue sans profession, sans formation. D'ailleurs, Victor Hugo a dit ouvrir une école, c'est fermer une prison. C'est-à-dire que l'État doit reconsidérer le rôle de l'école et de la formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent très tôt et restent sur le pavé. Ils sont en train de raser les murs. Ils n'ont pas les moyens de leur ambition pour aller beaucoup plus loin dans la vie sociale, tout en ayant un emploi, tout en ayant une situation considérable. Donc j'ai parlé de Aïssa, comment, malgré qu'il n'a pas d'emploi, malgré qu'il était dans un quartier où on vendait des drogues, on vendait des stupéfications, on vendait des produits illégaux, il y avait de la marchandise, et pourtant il est resté carré. Et après, comment il a réussi à avoir un boulot, à former une entreprise et à réussir dans la vie. Ce que je voudrais dire par là, qu'on peut être dans un quartier aussi sensible, chaud, et on peut réussir sa vie loin de l'argent sale et facile, et loin de l'argent roi, comme on dit facilement. C'est un peu l'exemple que je voulais donner dans le livre, et inciter les jeunes à aller dans ce sens-là.
le sens où on peut avoir une plus-value réelle, même si on n'a pas une aide très considérée, très remarquable par les autorités locales. Et c'est aussi un clin d'œil pour les autorités locales, pour l'État, pour dire vous êtes en train d'oublier ces jeunes qui sortent très tôt de l'école sans avoir la position de défendre leur ambition. Bon, là, on va terminer, je pense, avec juste un extrait ou un ou deux extraits de votre livre. Donc, je vous laisse faire votre choix. D'accord. Puisqu'on est dans le chômage, dans le jeune, on va rester là parce que, à mon avis, c'est très intéressant de parler de Issa et de ce problème-là. Juste un petit passage. Le frère de Sonia, dans l'Irrésistible Destin, le roman, disait, à maintes reprises, elle avait songé à succomber, ça c'est Sonia qui raconte sur son frère, elle avait songé à succomber aux tentations qui l'entouraient dans son quartier. Entre l'ambiance des jeunes, la vie du quartier et le chômage, il y avait de quoi devenir un dealer et gagner facilement de l'argent. Autour de lui, on nageait dans l'argent sale, on vendait des stupéfiants, on volait, on faisait des trafics de marchandises et on conduisait des voitures de luxe. Bien des fois, il avait fantasmé sur le fait d'avoir un respect immédiat et une position sociale respectable avec l'argent facile. Tout s'achète et se vend dans ce quartier triste et délaissé. Ne cherchez point à comprendre. Comme partout, l'argent, c'est l'adrénaline qui fait bouger les choses de la vie. Dieu merci, Issa, mon frère, n'était pas tombé dans le piège de la délinquance et de l'argent roi. Il avait survécu en refusant de se salir les mains et de négocier avec la criminalité. Mais il n'a pas l'intention de s'isoler ou de se débarrasser de l'ensemble des jeunes. Le fléau gangrène tout le quartier, explique-t-il à sa mère qui insistait toujours sur le bon choix de son entourage. Voilà, un petit texte, mais qui montre aussi le cadre où agissait la famille Halimi, qui est tiraillée par deux mondes, le monde où Sonia espère jouir de sa liberté totale, et il est partagé entre ça et entre une actualité acerbe et dure et complexe, et le monde où, tout en respectant ses valeurs, ses marqueurs d'identité, on doit vivre ensemble, on doit respecter les autres et on doit respecter les valeurs de la République et le modèle républicain. Donc pour vous, ce livre est vraiment censé être un exemplaire un peu plutôt positif où on a le dialogue, on reste ouverte et on reste surtout libre. Ça, c'est un peu votre synopsis, si on veut dire. Est-ce qu'on peut avoir un dernier extrait que vous avez, où on évoque un peu en fait, ce débat sur la voile? Je pense que c'est important de dire que ce livre n'est pas pro ni contre, mais c'est vraiment un exemple des dialogues qu'on a dans le quotidien autour de ce polémique. Vous savez, dans le début de ce livre, il y a un grand dialogue entre Sonia, qui à l'époque était sans voile, au contraire, elle était contre le voile, et elle faisait du problème de voile un cheval de bataille, et sa cousine Amel, qui elle portait le voile, et c'est un grand dialogue un peu dur. Je vais lire quelques extraits, mais il faut peut-être acheter le livre et le voir tout entier. Et Amel, quelle est cette chose sur ta tête? Comment, c'est Sonia qui parle au début, comment peux-tu accepter de te soumettre ainsi, te voiler et te réduire à un simple objet? Ça n'a rien de cool ce que tu fais, tu sais, tu nous envoies tous au tapis, toutes les femmes. Ton comportement est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, car tu tires le sort des femmes vers le bas. Bravo, avec ce geste, tu contribues à ternir l'image de la femme et à la rabaisser. Il lui l'enseigne brutalement en le secrétant dans une colère glaciale. Mais de quoi parle-t-on, Sonia? Comment peux-tu être si arrogante, si du grand n'importe quoi? Ma parole, le choix du hijab et ma décision, c'est mon identité et ma façon de préserver ma dignité de femme musulmane. Za'ma, ça c'est un terme utilisé dans les Maghreb. Et moi, je suis quoi dans tout ça? C'est Sonia qui dit à sa cousine Amel.
Je ne suis pas musulman, peut-être. Tu appelles cela un choix? Non, sérieusement. Le portes-tu par peur ou par conformisme aveugle? Ainsi, les femmes voilées par leur soumission, elles permettent aux ignorances, aux idées préconçues et aux coutumes obsolètes de nous dicter leurs choix et par la suite empoisonner notre communauté avec ces idées. Et toi, depuis quand joues-tu à la police des mœurs? Ça, c'est Amel qui dit à Sonia. Et toi, depuis quand joues-tu à la police des mœurs? Alors, c'est les rangs qui débarquent chez nous. C'est ça, paradoxe continu tient, le parabole inversé. Au lieu de courir après les femmes afin de les obliger à porter le tchador, on court derrière elles pour les obliger à loter en France. C'est ça ta conception de la liberté, femme non soumise? Et c'est ça, c'est ce qui donne un peu une amorce de discussion, mais ce sont les deux arguments qui sont utilisés assez souvent. Et pour moi, je les mets et je les montre pour montrer que finalement, obliger une femme à porter un voile, c'est pareil à obliger une femme à enlever, à loter. C'est une contradiction au bon sens. Il faut laisser la femme choisir ce qu'elle veut ou ce qu'elle a envie de faire de son corps, de sa vie et de son identité féminine. Juste pour terminer, parlons de la fin du livre. Sans le spoiler, c'est quand même une fin inattendue, peut-être un peu brusque pour le lecteur. Pourquoi vous avez choisi de terminer le livre d'une telle façon? Non, parce que en fait, réellement, je me suis basé sur une vraie histoire. La vraie histoire s'est terminée presque comme ça. Moi, juste, j'ai mis un peu de saupoudrage, mais c'est une fille qui a eu beaucoup de problèmes lorsqu'elle a mis, au départ, elle était joueuse, mais lorsqu'elle a mis le voile, au niveau de faculté avec son tuteur, j'en parle par les travaux, parce que c'est un ancien connaissance qui était de gauche et elle était de gauche. Donc, l'osmose était bien, mais une fois qu'elle a changé d'idée, elle a changé de comportement, elle a choisi une autre voie, ça ne l'intéressait pas et donc il lui a causé des problèmes. Au niveau du boulot, au niveau du travail, il a eu assez de problèmes et au niveau de sa vie normale. Donc elle a succombé d'une manière petit à petit au stress de la vie, à ce qu'on peut appeler le poids et les charges continues d'un contresens de ce qu'elle est en train de faire. Elle se voit dans un choix qui ne doit pas être aussi bloquant dans la vie et aussi avec des retombées aussi négatives. Et elle a fini par tomber malade. Et moi, j'ai terminé le bout de l'histoire, c'est tout. Mais en fait, elle a fini par tomber malade et il a eu un grave accident après, quoi. Et donc là, moi, je me suis tenu compte, c'est parce qu'en fait, nous, dans notre mentalité, généralement, les séries ou les films se terminent par... on a eu des épreuves, des défis à gauche et à droite, puis il y a un grand amour, et il se termine par un mariage, etc. Donc, ce n'est pas le cas dans ce livre-là, quoi. Et ça explique aussi peut-être sa façon de créer, qui est quand même extrêmement pétillante. Ouais. Il y a beaucoup de points d'exclamation. Ouais. Elle se dévoile même parfois, j'ai envie de dire, un peu naïf, surtout quand on parle des amours. Par exemple, on évoque son histoire avec Karim, qui est le garçon qu'elle aime. Ouais. Et si je me souviens bien, il se marie, mais il y a un mariage quelque part, donc c'est quand même très joyeux. Mais oui, c'était un fan peut-être intéressant, mais aussi peut-être juste. Mais ça sort, excusez-moi, mais ça sort un peu du cadre normal, parce que c'est exactement ce que je voulais mettre, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans cette vie-là qui ne sont pas généralement connues avec un format le plus récurrent qui existe dans la société. Là, Karim, l'histoire de Karim avec une Espagnole qu'elle a rencontrée dans l'avion, après à Séville, après ils ont voyagé ensemble. La façon la plus classique, ne s'est pas passé un amour classique entre eux. Mais petit à petit, s'est créé un vrai amour. Et après, ils se sont mariés. Mais quitte à ce que ça ressemble pas à ce qui se passe généralement dans tous les coins de la France, quoi. Et je voudrais signaler, si vous permettez, moi, lorsque j'ai voulu publier dans des grandes maisons, j'ai reçu plusieurs réponses. Une réponse d'une grande maison d'édition qui me dit, voilà, le niveau technique, la narration, c'est excellent. Moi, j'ai lu avec le grand directeur, j'ai lu votre livre, ça se tient techniquement bien, etc. Mais malheureusement, on ne va pas le publier.
bon, pourquoi elle ne va pas le publier, puisque techniquement, il est bien fait, etc. L'autre maison, qui est aussi un grand nom que je ne vais pas citer ici, m'a dit que ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale. Et donc j'ai compris qu'il y a un mode ici en France où vous devez rentrer dans cette moule-là, dans cette matrice-là d'idées, de conception, de romans, sinon vous n'allez pas être reconnu en tant que tel. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai lancé cette maison d'édition. Et à partir de cette tribune, je m'adresse un peu aux auteurs issus de l'immigration, et pas que ça. Voilà une maison qui est ouverte, et cherchez votre place au soleil, cherchez votre public, envoyez vos manuscrits. On est en train d'ouvrir un peu la porte à cette possibilité. Votre édition, ça s'appelle Cléope. Hein. Cléope, oui, voilà. À cette possibilité que vous pouvez éditer votre livre avec la ligne éditoriale qui vous correspond, qui est la vôtre, et celle pas qui est imposée par la maison d'édition. Merci beaucoup, Monsieur Monsef Siti, d'être venu aujourd'hui. N'oubliez pas l'irrésistible destin. Oui, vous pouvez le trouver, voilà, maintenant sur Google, mais vous pouvez trouver chez Amazon, vous pouvez trouver chez Cléope.fr, chez La Couronne, librairie Sana. Vous mettez Google dans Google et vous allez voir les librairies où on vend d'une manière naturelle le roman. Très bien, très bien. Et merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. Merci et à bientôt. Merci, c'est très gentil. Et je vous remercie infiniment de votre invitation. Merci beaucoup. Plaisir.